quand j'ai découvert que mon mari de 43 ans prévoyait de me faire interner dans une clinique psychiatrique pour s'accaparer tout notre argent et s'enfuir avec sa maîtresse, j'aurais pu m'effondrer, j'aurais pu pleurer, j'aurais pu supplier. Mais savez-vous ce que j'ai fait? J'ai fait semblant de perdre la mémoire et j'ai passé 6 mois à le laisser croire que j'étais si confuse et fragile que je ne remarquais même pas la trahison qui se déroulait sous mon nez, tandis que derrière ce masque, je documentais chaque mensonge, chaque mouvement, chaque centime qu'il essayait de me cacher. À 68 ans, après une vie entière passée à être l'épouse obéissante et dévouée, j'ai finalement utilisé toute la patience et l'intelligence que j'avais apprises au fil des décennies pour lui rendre la monnaie de sa pièce, d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginé possible, même dans ses pires cauchemars. Qu'est-ce qui s'est passé quand il a finalement découvert que je n'avais jamais été confuse, que chaque oubli était soigneusement calculé et que j'avais assez de preuves pour détruire tous ses plans? Restez avec moi jusqu'à la fin de cette histoire, car ce que j'ai appris sur la vengeance, le nouveau départ et la justice pourrait complètement changer la façon dont vous voyez votre propre vie, quel que soit votre âge, ou depuis combien de temps vous êtes coincé dans une situation qui semble sans issue. J'étais debout à l'entrée de la cuisine, mon cabas de course toujours à la main, quand j'ai entendu son rire. Ce n'était pas n'importe quel rire. C'était ce rire que Laurent avait l'habitude d'avoir quand nous étions jeunes, quand nous sortions ensemble, et qu'il me racontait des blagues nulles que seul moi trouvais drôles. Cela faisait des années que je n'avais pas entendu ce son, et maintenant, il était là, filtrant par le couloir de notre maison à Saint-Rémy-de-Provence, venant du salon où il pensait être seul. Mon nom est Marlène, j'ai 68 ans, et à cet instant précis, un après-midi ordinaire de mai, ma vie de 43 ans de mariage a commencé à s'écrouler sans qu'il ne se doute que j'étais là, écoutant chaque mot murmuré au téléphone. Sa voix était différente, empreinte d'une douceur dont j'avais oublié l'existence, et chaque syllabe qui s'échappait des lèvres de Laurent était comme une aiguille perçant ma poitrine. J'ai reculé doucement, sans faire de bruit, et j'ai posé le sac à terre avec précaution, comme si le moindre son pouvait briser le sort de ce moment et me ramener à une réalité que je n'étais pas encore prête à affronter. Mon cœur battait si fort que j'étais certaine qu'il pourrait l'entendre, même à distance, même à travers les murs qui séparèrent la cuisine du salon. Laurent continuait de parler, et j'ai réalisé que ce n'était pas seulement les mots, mais la façon dont il les prononçait, avec une intimité qui avait disparu entre nous depuis longtemps. J'ai travaillé comme couturière toute ma vie, ici, à Saint-Rémy-de-Provence, une petite ville de Provence, où tout le monde se connaît, où les secrets ont la jambe courte et les ragots courent plus vite que les bonnes nouvelles. J'ai construit une réputation en faisant des robes de mariée, des tenues pour les fêtes provençales, traditionnelles, en réparant des déchirures et en ajustant des mesures pour les familles qui me faisaient de la confiance depuis des décennies. Laurent a toujours géré le Tcha Garage automobile, qu'il a hérité de son père, une petite entreprise honnête qui nous a donné de quoi élever nos 2 enfants et vivre dignement. Notre routine était prévisible, sécurisante, de celle que l'on construit jour après jour sans se rendre compte que l'on est en train de construire une prison en même temps. Nous nous levions tôt. Il partait au garage pendant que j'organisais la maison et recevait des clientes dans mon atelier improvisé, dans la chambre du fond. Nous dînions ensemble, regardions la télévision, puis chacun allait de son côté du lit, occupant des espaces qui s'étaient éloignés avec le temps jusqu'à ce que le milieu du lit se transforme en un no man's land, que ni l'un ni l'autre n'osait traverser. Je pensais que c'était ainsi que fonctionnaient les longs mariages, que la passion laissait place à la camaraderie, et que la camaraderie se transformait finalement en une coexistence pacifique, où chacun remplissait son rôle, sans trop se poser de questions. Mais là, cet après-midi de mai, en écoutant ce rire que je n'avais pas entendu depuis des années, j'ai commencé à comprendre que je m'étais peut-être trompée sur beaucoup de choses. J'ai fait semblant de n'avoir rien entendu quand je suis entrée dans le salon, quelques minutes plus tard, portant mon cabas comme si je venais d'arriver.
Laurent était assis dans le fauteuil, son portable déjà rangé dans sa poche, et m'a regardé avec cette expression neutre qui était devenue son visage standard quand il était près de moi. Je l'ai interrogé sur sa journée, et il a répondu par des monosyllabes, de la même manière qu'il répondait depuis des mois, peut-être des années. Je suis allée à la cuisine pour préparer le dîner, et pendant que j'épluchais des pommes de terre et assaisonnais la viande, j'ai senti un poids sur ma poitrine qui n'avait rien à voir avec la fatigue physique. C'était quelque chose de différent. Le sentiment que le sol sous mes pieds était devenu instable, comme si à tout moment je pouvais tomber dans un trou qui avait toujours été là, mais que je n'avais jamais remarqué. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir correctement. Je repassais dans ma tête chaque détail de ce rire, chaque inflexion dans la voix de Laurent, essayant de trouver une explication innocente dont mon cœur savait qu'elle n'existait pas. Les jours suivants, j'ai commencé à prêter attention à des choses qui passaient inaperçues auparavant. Ces retards sont devenus plus fréquents, toujours avec des excuses prêtes concernant des clients difficiles ou des problèmes mécaniques compliqués qui exigeaient des heures supplémentaires. Ces chemises revenaient avec un parfum différent, pas assez fort pour être évident, mais suffisamment présent pour que mon nez de couturière entraînée, habitué à détecter les odeurs les plus subtiles des tissus, puisse l'identifier. J'ai aussi commencé à remarquer à quelle fréquence obsessive il vérifiait son portable, tournant toujours l'écran vers le bas quand j'entrais dans la pièce, emportant toujours l'appareil aux toilettes, le gardant toujours près de lui, comme s'il s'agissait d'une extension de son propre corps. J'aurais pu le confronter là, j'aurais pu exiger des explications, j'aurais pu faire une scène comme ils le font dans les séries télévisées. Mais quelque chose m'en a empêché. C'était peut-être la peur de confirmer ce que je soupçonnais déjà, peut-être la honte d'admettre que mon mariage s'effondrait, ou peut-être était-ce simplement l'instinct de survie d'une femme qui a passé toute sa vie à s'occuper des autres et qui savait qu'elle aurait besoin de plus que des cris et des larmes pour survivre à ce qui allait arriver. J'ai décidé d'enquêter par moi-même, en utilisant la discrétion que j'avais apprise au fil des décennies, à coudre en silence tout en écoutant les conversations des autres. J'ai commencé à organiser ces tiroirs plus souvent, toujours sous prétexte de ranger la maison, toujours en prenant soin de laisser tout exactement comme c'était, pour qu'il ne se méfie pas. C'est ainsi que j'ai trouvé les reçus, cachés au fond du tiroir à chaussettes, soigneusement pliés comme des trésors secrets. C'étaient des cadeaux chers, des bijoux et des parfums de marque dont je n'avais jamais entendu parler, achetés dans des boutiques de la ville voisine, d'Avignon, tous datés des derniers mois. Aucun de ces cadeaux n'était arrivé jusqu'à moi. Ma petite fille, Amandine, 22 ans, qui étudie à la Marseille, mais vient nous rendre visite tous les mois, m'avait appris quelques astuces sur son portable quelques semaines auparavant, me montrant comment récupérer des messages effacés et comment accéder à des choses que je pensais disparaître pour toujours quand on appuyait sur le bouton de suppression. À l'époque, j'avais trouvé cela amusant. Un jeu de jeune essayant d'enseigner la technologie à sa grand-mère démodée. Maintenant, cette connaissance est devenue mon arme. J'ai attendu que Laurent parte au garage un matin de juin. J'ai pris son vieux portable qui était rangé dans un tiroir, celui qu'il utilisait avant d'en acheter un nouveau, et j'ai commencé à fouiller. Mes mains tremblaient, tandis que je naviguais dans les applications, suivant les instructions qu'Amandine m'avait données. Et c'est là, sur l'écran fissuré de cet appareil oublié, que j'ai trouvé la confirmation de ce que mon cœur savait déjà. Des messages, des centaines, des conversations datant de près de 2 ans, pleines d'intimité qui m'ont donné la nausée, pleines de plans pour un avenir qui ne m'incluait pas. Son nom était Solène, 49 ans, propriétaire d'une boutique de tissus à Avignon. Je me suis assise au bord du lit, tenant toujours le portable, et j'ai eu l'impression que tout l'air avait été aspiré de la chambre. 43 ans de mariage, 43 ans dédiés à construire une vie aux côtés d'un homme qui planifiait maintenant un avenir avec quelqu'un d'autre. J'ai lu chaque message avec un mélange d'horreur et de fascination morbide, incapable de m'arrêter même lorsque les larmes ont commencé à brouiller ma vue. Ils parlaient d'ouvrir une affaire ensemble,
de déménager dans une autre ville, de pouvoir enfin vivre leur amour sans se cacher. Et à aucun moment, dans aucune des centaines de messages que j'ai parcourus, Laurent n'a montré de remords ou de culpabilité pour ce qu'il faisait. C'était comme si je n'existais tout simplement pas, comme si 43 ans pouvaient être effacés avec la facilité de supprimer un message texte. La douleur que j'ai ressentie à ce moment-là était différente de tout ce que j'avais jamais éprouvé. Ce n'était pas seulement la trahison, ce n'était pas seulement le mensonge, c'était le sentiment d'avoir gaspillé des décennies de ma vie, d'avoir renoncé à mes rêves et à mes désirs pour construire quelque chose qui n'avait finalement aucune valeur pour la personne avec qui j'avais partagé mon lit, ma table, ma vie entière. Je suis restée assise là pendant des heures, tenant ce portable comme s'il s'agissait d'une bombe sur le point d'exploser, sentant mon monde s'effondrer, morceau par morceau. Quand j'ai finalement réussi à me lever, mes genoux étaient mat faibles et ma tête tournait. Mais quelque chose en moi avait changé. Ce n'était plus seulement de la douleur, c'était aussi de la colère. Une colère froide, calculée, qui commençait à prendre forme au plus profond de ma poitrine. J'ai rangé le portable exactement où il était. J'ai essuyé les larmes de mon visage et je suis allée préparer le déjeuner comme si rien ne s'était passé. Quand Laurent est rentré du garage ce jour-là, je l'ai salué avec le même sourire que d'habitude. Je l'ai interrogé sur son travail, j'ai servi la nourriture et je n'ai absolument rien laissé paraître. Mais à l'intérieur, tandis que je mâchais chaque bouchée de nourriture qui semblait avoir un goût de cendre, mon esprit travaillait déjà, planifiait déjà, tissait déjà les fils d'une vengeance qu'il ne pourrait même pas imaginer. Parce que, s'il y avait une chose que 40 ans comme couturière m'avaient apprise, c'était que les meilleurs ouvrages prennent du temps, exigent de la patience et doivent être exécutés point par point, avec précision et soin. Et j'étais prête à utiliser tout le temps nécessaire. Les jours qui ont suivi cette découverte dévastatrice, j'ai développé une compétence que je n'aurais jamais cru avoir, la capacité de sourire, pendant que mon cœur saignait à l'intérieur. Tous les matins, je me réveillais à côté de Laurent, préparais le café, parlais de banalité et maintenais la façade de normalité avec une perfection qui m'effrayait même. Mais la nuit, quand il s'endormait enfin, je restais éveillée à regarder le plafond, traitant chaque détail que j'avais découvert, chaque mensonge qu'il avait raconté, chaque moment où j'avais été assez naïve pour le croire. Le garage automobile était à seulement 10 minutes de la maison, dans une rue latérale près de la place principale de Saint-Rémy-de-Provence. Et Laurent rentrait toujours déjeuner, une routine que nous maintenions depuis des décennies. Mais maintenant, je remarquais comment il vérifiait son portable de manière obsessive pendant le repas, comment ses yeux brillaient lorsque l'écran s'allumait, comment il inventait des excuses pour partir plus tôt ou revenir plus tard. Chaque petit détail qui passait inaperçu auparavant se détachait maintenant comme une blessure ouverte. J'ai commencé à prêter attention aux vêtements qu'il choisissait le matin, toujours les chemises les plus neuves, quand il disait qu'il avait des réunions avec des fournisseurs, toujours le parfum le plus cher quand il prétendait avoir des engagements importants. Ma routine de couturière continuait, recevant des clientes dans l'atelier du fond, ajustant des robes, cousant des ourlets de pantalons, brodant des détails sur des tenues de soirée. Chaque cliente qui franchissait la porte apportait ses propres histoires, ses joies et ses peines, et je continuais d'être l'écouteuse patiente de toujours, acquiesçant et souriant au bon moment, tandis qu'à l'intérieur, une tempête dévastatrice détruisait tout ce que je pensais savoir sur ma propre vie. C'est un mardi de juin, près de 3 semaines après ma découverte initiale, que j'ai décidé de mettre mon plan à exécution. L'idée avait surgi progressivement, construite pièce par pièce pendant ces nuits d'insomnie, affinée avec chaque nouveau mensonge que Laurent racontait, renforcée avec chaque preuve supplémentaire que je trouvais. J'ai commencé de manière subtile, presque imperceptible. Pendant le petit déjeuner, j'ai demandé à Laurent où j'avais laissé mes clés de l'atelier, même si je savais exactement où elles se trouvaient. Il m'a regardé avec cette expression de patience forcée, a pointé le crochet au mur où les clés étaient toujours,
et a recommencé à lire le journal. Quelques heures plus tard, j'ai de nouveau posé la question sur les mêmes clés. Cette fois, il a semblé légèrement irrité, mais pas encore méfiant. Le lendemain, j'ai oublié d'éteindre la cuisinière après avoir fait du café, laissant la flamme allumée pendant quelques minutes jusqu'à ce que l'odeur attire mon attention. Laurent était sur le point de partir au travail quand il l'a remarqué, est revenu en courant à la cuisine, a coupé le gaz et m'a regardé avec une inquiétude authentique que je n'avais pas vue depuis des mois. Il m'a demandé si j'allais bien, si j'avais bien dormi, si je ne me sentais pas bizarre. J'ai répondu avec un sourire confus, disant que je devais être juste distraite par tant de travail à l'atelier. Mais j'ai planté la graine. Au cours des semaines suivantes, j'ai intensifié les épisodes. J'ai commencé à demander la même chose 2 fois, dans la même conversation, toujours avec une expression légèrement perdue que j'avais pratiquée devant le miroir, jusqu'à ce qu'elle soit convaincante. J'ai oublié le nom de voisin que je connaissais depuis des décennies. J'ai confondu des dates de rendez-vous importants. J'ai laissé des casseroles sur le feu trop longtemps. Chaque incident était soigneusement calculé, assez fréquent pour ressembler à un schéma inquiétant, mais assez espacé pour ne pas éveiller de soupçons de simulation. Laurent a commencé à manifester une inquiétude croissante, mais je pouvais voir à travers son masque. Ce n'était pas une inquiétude sincère pour mon bien-être. C'était une inquiétude pratique quant à ce que ma prétendue condition pouvait signifier pour lui, pour ses plans, pour l'avenir qu'il construisait secrètement avec Solène. Il a commencé à suggérer que je devrais consulter un médecin, faire quelques examens, juste pour s'assurer que tout allait bien. J'ai facilement accepté, simulant une légère résistance qui donnait l'impression que je ne comprenais pas entièrement la gravité de la situation. La première consultation médicale a eu lieu un matin pluvieux de juillet. Laurent a insisté pour m'accompagner, et pendant tout le trajet jusqu'au cabinet du docteur Dubois, 58 ans, un médecin généraliste qui consultait à Saint-Rémy-de-Provence. Depuis plus de 20 ans, il a gardé une main sur mon épaule, avec une sollicitude théâtrale qui me donnait envie de crier. J'ai décrit mes symptômes au médecin, avec la précision de quelqu'un qui avait étudié chaque détail, mentionnant les oublis, les confusions, les moments de désorientation. Le docteur Dubois m'a examiné attentivement, m'a posé des questions sur ma routine, mon alimentation, mon sommeil. Il a demandé des analyses de sang pour écarter des problèmes physiques et a suggéré que nous revenions dans 2 semaines avec les résultats. Sur le chemin du retour, Laurent était inhabituellement attentionné, me demandant comment je me sentais, si j'avais peur, si j'avais besoin de quelque chose. J'ai répondu avec la voix faible de quelqu'un de réellement effrayé, car une partie de cette peur était réelle, sauf que ce n'était pas pour les raisons qu'il imaginait. Pendant ce temps, j'ai continué mon enquête silencieuse. J'ai découvert que Laurent et Solène se rencontraient régulièrement les mercredis après-midi, lorsqu'ils prétendaient avoir des réunions avec un fournisseur de pièces à Avignon. J'ai découvert qu'il avait ouvert un compte bancaire séparé 3 mois auparavant, où il déposait régulièrement de petites sommes. J'ai découvert, grâce au vieux portable qu'il n'avait jamais pris la peine de nettoyer complètement, qu'il prévoyait de vendre le garage et d'utiliser l'argent pour ouvrir un magasin de pièces automobiles dans une autre ville, loin de Saint-Rémy-de-Provence, loin de moi, loin de tout ce qui nous reliait. À chaque nouvelle découverte, ma détermination se renforçait. Les examens médicaux sont revenus normaux, comme je savais qu'ils le seraient, mais j'ai utilisé cela à mon avantage. Quand le docteur Dubois a dit qu'il n'y avait rien de physiquement anormal chez moi, j'ai simulé un soulagement confus, demandant alors pourquoi j'avais tant d'oubli. Le médecin, avec la délicatesse typique de ceux qui traitent des patients depuis des décennies, a suggéré que c'était peut-être le stress ou le début de quelque chose qui devrait être surveillé de plus près. Il a recommandé que je revienne si les symptômes s'aggravaient et a prescrit des vitamines. Laurent, qui était dans la salle d'attente, a reçu la nouvelle avec une expression que je n'ai pas pu déchiffrer complètement. Il y avait du soulagement, mais aussi quelque chose de plus sombre, quelque chose qui ressemblait presque à de la déception. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre
l'étendue de ce que lui et Solène planifiaient. J'ai augmenté progressivement l'intensité de mes épisodes de confusion. J'ai commencé à me perdre dans les conversations, laissant des phrases à moitié et regardant autour de moi comme si j'avais oublié ce que je disais. J'ai oublié l'anniversaire de notre fille, Sophie, ce qui ne m'était jamais arrivé en 38 ans. Quand elle a appelé, blessée, me demandant pourquoi je ne l'avais pas félicitée, j'ai senti mon cœur se briser en entendant la douleur dans sa voix. Mais j'ai maintenu mon jeu, m'excusant d'une voix tremblante et confuse, qui l'a rendue inquiète au lieu d'être en colère. Thomas, notre fils de 41 ans, a commencé à appeler plus souvent, me posant toujours des questions sur ma santé, toujours avec ce ton prudent que les gens utilisent quand ils pensent soit que vous êtes en train de craquer, mais ne veulent pas l'admettre. Chaque conversation avec mes enfants était une torture, parce que je voulais crier la vérité. Je voulais leur parler de la trahison de leur père, de ses plans de m'abandonner, de la farce que j'étais en train de jouer. Mais je savais que ce n'était pas encore le moment. J'avais besoin de plus de temps, de plus de preuves, de plus de préparation. En août, Laurent a commencé à inviter Solène à dîner chez nous. La première fois qu'il a suggéré cela, j'ai senti mon estomac se retourner. Il a expliqué qu'elle était une nouvelle fournisseuse de tissus qui pourrait intéresser mon atelier, que ce serait bien de la connaître, qu'elle était très sympathique et qu'elle était seule en ville. L'audace était impressionnante, la cruauté était incroyable. Mais j'ai accepté avec un sourire vague, demandant quand aurait lieu le dîner comme si l'information allait m'échapper d'un moment à l'autre. Solène est arrivée un jeudi soir, apportant une bouteille de vin de Bordeaux et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Elle était belle d'une manière étudiée, avec des cheveux teints en blond et des vêtements qui se voulaient décontractés, mais étaient clairement chers. Elle m'a saluée avec une fausse effusivité, parlant lentement et fort comme les gens le font quand ils pensent que vous êtes sourde ou incapable de comprendre. Et j'ai répondu avec la même cordialité vide, faisant semblant de ne pas remarquer comment ses yeux cherchaient constamment ceux de Laurent, comment ils échangeaient des regards qu'ils croyaient discrets, mais qui étaient évidents pour qui savait où chercher. Pendant le dîner, j'ai servi la nourriture que j'avais passé des heures à préparer. J'ai souri au bon moment. J'ai posé des questions naïves sur sa boutique, sur ce que c'était que de vivre seule, sur ses plans pour l'avenir. Solène répondait avec un mélange de condescendance et de nervosité, clairement mal à l'aise avec ma présence, mais soulagée par mon incapacité apparente à remarquer ce qui se passait juste sous mon nez. Laurent était détendu d'une manière que je n'avais pas vue depuis des années, riant de ses blagues, servant plus de vin, la touchant occasionnellement au bras d'une manière trop intime pour être simplement amicale. J'observais tout à travers mes cils baissés, archivant chaque geste, chaque regard, chaque contact, construisant un dossier mental que j'utiliserais quand le moment serait venu. Après le départ de Solène, Laurent a commenté à quel point elle était agréable, à quel point ce serait bien pour moi d'avoir une amie, puisque j'étais si confuse dernièrement. L'hypocrisie était si grande que j'ai dû me retenir de lui rire au visage. Au lieu de cela, j'ai acquiescé de la tête, disant qu'elle avait l'air sympathique en effet, et je suis allée à la cuisine faire la vaisselle pendant qu'il regardait la télévision dans le salon, probablement en train de lui envoyer des messages sur la façon dont le dîner avait été un succès, sur à quel point j'étais pathétique et incapable de remarquer la vérité qu'on me frottait au visage. Mais pendant que je lavais chaque assiette, chaque verre, chaque couvert, mon esprit travaillait sans relâche, affinant mon plan, calculant chaque prochaine étape, préparant le piège qui allait le capturer et détruire tous les plans soigneusement construits qu'il croyait secrets. Septembre est arrivé, apportant avec lui la chaleur suffocante qui marquait toujours l'arrivée de l'automne en Provence. Et avec elle, mon jeu est devenu encore plus élaboré. J'ai commencé à confondre non seulement de petits détails, mais des événements entiers de notre vie. Je posais des questions sur des personnes décédées depuis des années, comme si elles étaient toujours vivantes, mentionnais des rendez-vous que nous n'avions jamais pris, insistais pour préparer des dîners spéciaux pour des dates qui n'existaient pas.
Chaque épisode était méticuleusement planifié pour paraître authentique, pour approfondir la conviction de Laurent que j'étais vraiment en train de perdre mes facultés mentales. Il réagissait à chaque incident avec un mélange d'impatience mal dissimulée et de fausse inquiétude, suggérant toujours que je devrais me reposer davantage, travailler moins à l'atelier, peut-être envisager d'embaucher quelqu'un pour m'aider avec les tâches ménagères. J'étais d'accord avec tout, toujours avec cette expression légèrement perdue que j'avais perfectionnée, tout en observant comment ses yeux brillaient d'une attente mal contenue. J'ai réalisé qu'il attendait que ma condition s'aggrave suffisamment pour justifier des mesures plus drastiques. C'est à cette époque que j'ai rencontré Bernard, mon cousin éloigné de 56 ans, qui travaillait comme expert comptable dans un petit cabinet à Saint-Rémy-de-Provence. Nous avions toujours été cordiaux lors des réunions de famille, mais nous n'avions jamais été proches. Cependant, lorsque je l'ai rencontré par hasard à l'achat-boulangerie du centre un matin de septembre, quelque chose dans son expression m'a fait sentir que je pouvais lui faire confiance. Nous avons parlé brièvement de choses et d'autres, et avant de pouvoir me retenir, j'ai demandé s'il avait le temps de prendre un café avec moi. Il a accepté gentiment, et nous nous sommes assis dans un coin discret de la boulangerie, loin des oreilles curieuses. J'ai commencé l'histoire lentement, testant ses réactions, observant s'il montrait du jugement ou de l'incrédulité. Bernard m'a écouté en silence, son visage sérieux ne montrant que de la concentration, tandis que je révélais tout, la trahison de Laurent, les messages que j'avais découverts, le plan élaboré pour m'abandonner, et ma propre farce pour gagner du temps et découvrir l'étendue de leur plan. Quand j'ai eu fini, m'attendant peut-être à ce qu'ils me disent que j'étais paranoïaque ou que je devrais simplement confronter mon mari, Bernard a tenu ma main sur la table et a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Il a dit que sa propre mère avait vécu quelque chose de similaire il y a des décennies, et que la plus grande injustice est quand la personne trahie perd encore tout ce qu'elle a construit. Il m'a immédiatement offert son aide. Bernard a expliqué que, d'après ce que j'avais raconté, Laurent déplaçait de l'argent et préparait probablement le terrain pour me laisser en désavantage financier. Il a suggéré que je devrais protéger ma part avant qu'il ne soit trop tard. Mais comment faire cela sans révéler que j'étais parfaitement lucide? C'est là que Bernard a eu une idée brillante. Lors de mes visites chez les médecins, il pourrait m'accompagner en tant que cousin inquiet, et pendant ces sorties, nous nous occuperions des affaires financières nécessaires. Laurent ne se douterait de rien, pensant que Bernard était juste un parent solidaire. Nous avons commencé la semaine suivante. Bernard venait me chercher pour les consultations médicales que Laurent insistait pour que je continue de faire. Et avant ou après les rendez-vous médicaux, nous allions à la banque. Là, avec les conseils attentifs de Bernard, j'ai ouvert un compte à mon nom. J'ai transféré une partie des économies qui se trouvaient sur le compte joint vers ce nouveau compte. Toujours des sommes suffisamment petites pour ne pas déclencher d'alarmes immédiates, mais suffisamment significatives pour construire un filet de sécurité. Bernard m'a également montré comment accéder aux relevés bancaires en ligne, m'a appris à documenter chaque transaction, chaque mouvement suspect que Laurent faisait. Nous avons découvert qu'il avait retiré près de 40 000 € du compte joint au cours des 6 derniers mois, toujours en petites sommes, toujours avec des justifications concernant des dépenses du garage. Chaque découverte était comme un nouveau coup de poignard, mais j'avalais la douleur et continuais, sachant que chaque preuve serait essentielle. Pendant ce temps, les dîners avec Solène sont devenus plus fréquents. Elle venait maintenant chez nous au moins 2 fois par semaine, toujours avec une excuse de commerce ou d'amitié, me traitant toujours avec cette condescendance irritante de quelqu'un qui pense avoir affaire à une personne mentalement incapable. Je la recevais avec des sourires et des cafés, posais des questions sur sa boutique, faisais semblant d'oublier des choses qu'elle m'avait racontées quelques minutes auparavant. C'était une torture de les regarder échanger des regards passionnés à ma propre table, se toucher discrètement quand ils pensaient que je ne regardais pas, rire de blagues privées qui m'excluaient complètement
Mais chaque seconde de cette humiliation alimentait ma détermination. En octobre, lors d'un déjeuner particulièrement difficile, où Solène et Laurent discutaient ouvertement de voyages qu'ils voulaient moi faire, utilisant la faible excuse que ce serait un des voyages d'affaires qui pourraient bénéficier à la fois au garage et à sa boutique. Quelque chose en moi a failli craquer. Voir l'homme avec qui j'avais partagé plus de 40 ans de ma vie planifier un avenir si ouvert avec une autre femme, devant moi, se fiant à ma prétendue démence pour masquer sa cruauté, était presque trop à supporter. Mais je me suis retenue. J'ai souri, j'ai acquiescé, et quand ils sont partis ensemble cet après-midi-là, prétextant qu'ils devaient pas rendre visite à un fournisseur potentiel, j'ai couru aux toilettes et j'ai vomi, agenouillé sur le sol froid, tremblant de colère, de douleur et d'une angoisse si profonde qu'elle semblait sans fond. Ensuite, je me suis lavé le visage, j'ai arrangé mes cheveux et je suis retournée à mon atelier où une cliente m'attendait pour l'essayage final d'une robe de mariée. J'ai ajusté chaque détail de la robe avec des mains fermes. J'ai parlé de son mariage avec un intérêt sincère. Et quand elle est sa partie rayonnante avec sa robe parfaite, je me suis assise sur la chaise de l'atelier et j'ai pleuré en silence pendant des heures. C'est à cette époque que j'ai cherché Caroline, une avocate de 61 ans que je connaissais vaguement des réunions mensuelles de l'Association des artisanes de Saint-Rémy de Provence. Caroline avait la réputation d'être dure, mais juste, de ne pas accepter les causes perdues, mais de se battre férocement pour celles qu'elle acceptait. J'ai pris rendez-vous avec elle sous prétexte de devoir organiser des documents personnels. Et Bernard m'a accompagnée pour donner plus de crédibilité à l'histoire. Dans le bureau petit mais organisé de Caroline, j'ai tout raconté à nouveau. J'ai montré les preuves que j'avais recueillies, copies des messages du vieux portable, reçus de cadeaux, relevés bancaires montrant les mouvements suspects, photos que j'avais prises discrètement de Laurent et Solène, à des moments intimes pendant les dîners chez moi. Caroline a examiné chaque document avec une attention méticuleuse, prenant des notes, posant des questions spécifiques sur les dates et les montants. Quand j'ai eu fini, elle s'est penchée en arrière sur sa chaise et m'a regardée avec une expression qui mélangeait admiration et inquiétude. Elle a dit que j'avais un dossier solide, mais que nous devions être stratégiques. Si nous lancions la procédure de séparation immédiatement, Laurent pourrait essayer de cacher plus d'actifs ou créer des difficultés supplémentaires. Le mieux serait de continuer à rassembler des preuves pendant quelques semaines de plus, de tout documenter méticuleusement, et ensuite d'agir rapidement et de manière décisive. Elle a demandé si je pourrais maintenir la farce plus longtemps. J'ai répondu oui, car à ce stade, la colère avait dépassé la douleur, et j'étais déterminée à aller jusqu'au bout, quel qu'en soit le coût émotionnel. Caroline a commencé à préparer les documents nécessaires à la procédure de séparation, travaillant discrètement pour s'assurer que tout soit prêt au moment opportun. Elle a expliqué qu'avec les preuves que nous avions, je pourrais réclamer non seulement la moitié des biens du mariage, mais aussi une prestation compensatoire, compte tenu des années de dévouement et du fait que Laurent prévoyait clairement de me laisser dans une situation vulnérable. Le garage automobile, bien qu'il soit au nom de Laurent, avait reçu des investissements importants de mon argent au fil des années, argent que j'avais économisé avec mon travail de couturière. Caroline a dit que cela me donnait droit à un pourcentage considérable de la valeur du garage s'il était vendu. Je suis sortie de son bureau ce jour-là, avec le sentiment, pour la première fois depuis des mois, qu'il y avait peut-être une lumière au bout du tunnel. Fin octobre, Laurent a fait quelque chose qui m'a prise complètement au dépourvu et a failli détruire toute ma planification minutieuse. Il a suggéré, pendant le dîner un vendredi soir, que je devrais signer une procuration lui donnant le contrôle total sur nos biens et comptes bancaires. Il a justifié cela en disant que ce serait plus pratique, puisque j'étais si confuse dernièrement, qu'il pourrait s'occuper de tout sans que je m'inquiète, que ce serait un poids en moins pour moi. Il a parlé avec cette voix douce et inquiète qui sonnait si fausse à mes oreilles, mais que n'importe qui d'extérieur
aurait pu interpréter comme un mari dévoué, prenant soin de son épouse malade. Mon premier instinct a été de refuser immédiatement, mais cela aurait pu éveiller des soupçons sur ma prétendue condition. Au lieu de cela, j'ai fait semblant de considérer la proposition, disant que cela semblait être une bonne idée, mais que j'avais besoin d'y réfléchir un peu, que je voulais d'abord en parler à nos enfants, car ils m'aidaient toujours à prendre des décisions importantes. J'ai vu la frustration traverser rapidement le visage de Laurent, mais il a acquiescé de la tête, disant que bien sûr que je devrais en parler à Thomas et Sophie, qu'il n'y avait pas d'urgence. Mais je savais qu'il y avait urgence, du moins pour lui. Cette nuit-là, après que Laurent se soit endormi, j'ai appelé Sophie. Il était presque 2 heures du matin, et elle a répondu effrayée, pensant que quelque chose de terrible s'était produit. À voix basse, dans la salle de bain, la porte verrouillée et le robinet ouvert pour étouffer tout son, j'ai tout raconté à ma fille. Sa réaction a été un choc absolu, suivi d'une colère incandescente qui m'a rappelé quand elle était enfant et que quelqu'un blessait son frère ou ses amis. Elle a voulu venir immédiatement de Marseille. Elle a voulu confronter son père. Elle a voulu faire une scène. J'ai dû la calmer, lui expliquer que j'avais besoin qu'elle me fasse confiance, que j'avais un plan, que j'avais juste besoin de quelques semaines de plus. Sophie a hésité, mais a finalement accepté de suivre mes conseils. Elle a dit qu'elle en parlerait à Thomas, qu'ils viendraient tous les deux me rendre visite le week-end suivant, sous prétexte de me revoir. Quand Thomas et Sophie sont arrivés le samedi suivant, la tension dans la maison était palpable. Mon fils, qui avait toujours été proche de son père, avait du mal à regarder Laurent. Sophie gardait une expression neutre, mais ses yeux brillaient d'une fureur contenue. Nous avons passé la journée entière à simuler la normalité. Et quand Laurent est parti au garage, malgré que ce soit samedi, prétextant une urgence de dernière minute que nous savions tous être une excuse pour rencontrer Solène, nous nous sommes assis tous les trois dans le salon et j'ai montré tout ce que j'avais découvert et planifié. Thomas a pleuré, ce que je n'avais pas vu depuis qu'il était adolescent. La trahison de son père l'avait atteint à un niveau profond, détruisant l'image qu'il avait de l'homme qu'il avait toujours admiré. Sophie était plus pragmatique, voulant savoir exactement quel était le plan, comment elle pouvait aider, quand nous allions agir. J'ai expliqué que Caroline finalisait les documents, que Bernard m'avait aidé à protéger notre part de l'argent, que j'avais juste besoin de quelques semaines de plus pour m'assurer que nous avions suffisamment de preuves pour un dossier incontestable. Ils ont tous deux promis de me soutenir complètement, et quand Laurent est rentré ce soir-là, il a trouvé une scène de famille harmonieuse, sans imaginer qu'il venait de devenir un étranger pour ses propres enfants. Novembre a apporté avec lui une urgence croissante que je pouvais sentir dans l'air, comme l'électricité avant un orage. Laurent devenait plus insistant au sujet de la procuration, mentionnant le sujet presque quotidiennement, toujours avec ce ton prudent de celui qui ne veut pas paraître pressé, mais l'est clairement. J'ai continué à utiliser l'excuse que j'avais besoin de mieux réfléchir, que je voulais comprendre tous les détails, que mes enfants avaient été suggéré que je consulte un avocat avant de signer quoi que ce soit d'important. Chaque fois que je repoussais, je voyais la frustration grandir dans ses yeux, mais il ne pouvait pas trop me faire pression sans révéler ses véritables intentions. Pendant ce temps, j'ai maintenu ma routine de confusion calculée, mais j'ai commencé à remarquer qu'il devenait de plus en plus difficile de séparer le jeu de la réalité. Parfois, quand je faisais semblant d'oublier quelque chose, une seconde plus tard, je n'étais plus sûre d'avoir réellement oublié, ou si j'étais juste en train de simuler. Les nuits d'insomnie prenaient casser leur péage, et je pouvais voir dans le miroir comment mon visage avait vieilli de plusieurs années, en quelques mois. Les rides autour de mes yeux semblaient pas la plus profonde. Mes cheveux avaient tache plus de mèches grises que je ne m'en souvenais, et il y avait une tristesse permanente dans mon regard qu'aucune quantité de maquillage ne pouvait cacher. Mon travail à l'atelier, qui avait toujours été mon refuge, me semblait maintenant une lourde obligation. Je continuais à recevoir des clientes, à coudre des robes et à faire des ajustements, mais mon cœur n'y était plus. Chaque mariée qui entrait par la porte, les yeux brillants,
en parlant de l'amour de sa vie, me faisait ressentir une pointe de quelque chose qui était en partie de l'envie, en partie un deuil pour ce que j'avais perdu, ou peut-être pour ce que je n'avais jamais vraiment eu. J'ai commencé à refuser des travaux plus complexes, alléguant que j'étais trop fatiguée, que ma vue n'était plus aussi bonne qu'avant, que je préférais ne faire que des ajustements simples. Les clientes acceptaient avec compréhension. Certaines avaient déjà entendu des rumeurs sur ma prétendue confusion mentale et me regardaient avec cette pitié qui me donnait envie de crier. C'est un lundi début novembre que tout a commencé à s'accélérer de manière inattendue. J'étais dans l'atelier travaillant sur une robe quand j'ai entendu des voix provenant du salon. J'ai immédiatement reconnu la voix de Laurent et celle de Solène, mais il y avait quelque chose de différent dans leur ton. Une urgence qui m'a fait arrêter ce que je faisais et m'approcher silencieusement de la porte entr'ouverte. Ils se disputaient au sujet de l'argent, des délais, de quelque chose qui devait être résolu rapidement. Solène disait que le propriétaire de l'immeuble où il voulait ouvrir le nouveau magasin perdait patience, qu'ils avaient besoin de la compte dans les 2 semaines ou qu'ils perdraient dans l'opportunité. Laurent répondait avec frustration qu'il essayait, mais que j'étais têtue, comme une mule, au sujet de la procuration, qu'il ne pouvait pas simplement vendre le garage sans mon autorisation, puisque mon nom figurait sur certains documents. Alors Solène a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. Elle a suggéré qu'il était peut-être temps d'envisager de m'interner, qu'avec un certificat médical approprié, il serait plus facile d'obtenir le contrôle légal des biens, qu'elle connaissait un médecin à Avignon, qui pourrait aider moyennant le bon paiement. Laurent a hésité, et pendant un instant microscopique, j'ai cru qu'il restait encore un peu de décence en lui, un reste d'amour, ou au moins de respect pour les années que nous avions partagées. Mais il a ensuite soupiré et a dit qu'il allait y réfléchir, que c'était peut-être vraiment la meilleure solution. J'ai reculé doucement du couloir. Je suis retournée à l'atelier, les jambes tremblantes, et pour la première fois depuis que toute cette farce avait commencé, j'ai ressenti une peur réelle. Ce n'était plus seulement une question de trahison et d'argent. C'était ma liberté, mon autonomie, ma propre vie qui était en jeu. Si Laurent réussissait à me faire interner sur la base de faux diagnostics, je pourrais tout perdre, non seulement les biens matériels, mais ma propre capacité à agir, à me défendre, à exister en tant que personne indépendante. J'ai appelé Caroline immédiatement, lui racontant la conversation que j'avais entendue. Elle est restée silencieuse un instant avant de dire que nous devions agir maintenant, que nous ne pouvions plus attendre. Nous avons fixé un rendez-vous d'urgence pour cet après-midi même, et j'ai demandé à Bernard de m'y rejoindre. Dans le bureau de Caroline, entouré des 2 seuls alliés que j'avais dans cette bataille silencieuse, nous avons pris la décision de déposer la demande de séparation la semaine suivante. Caroline avait déjà tous les documents prêts, toutes les preuves organisées, tout ce dont nous avions besoin pour garantir que mes droits soient protégés. Elle a expliqué que lorsque Laurent recevrait la notification judiciaire, il y aurait un blocage automatique des biens pour l'empêcher de vendre ou de transférer quoi que ce soit sans approbation judiciaire. Ce serait mon premier mouvement réel, le moment où j'allais enlever le masque et révéler que je n'avais jamais été confuse, que chaque oubli, chaque moment de désorientation avait été soigneusement orchestré pour découvrir la vérité et me protéger. J'ai passé les jours suivants dans une tension insupportable, sachant que j'étais sur le point de déclencher une bombe qui changerait tout irréversiblement. Laurent était de plus en plus nerveux, faisant pression au sujet de la procuration, mentionnant occasionnellement qu'il avait pris rendez-vous avec un neurologue à Avignon pour la semaine suivante, disant que ce serait bien d'avoir une évaluation plus complète de ma condition. J'étais d'accord avec tout, toujours avec ce sourire vague. Mais à l'intérieur, je comptais les heures jusqu'à pouvoir enfin arrêter de faire semblant. Le jeudi de cette semaine-là, Solène est venue dîner à nouveau. Et cette fois, le masque de cordialité était tombé presque complètement. Elle me parlait comme si j'étais une enfant particulièrement lente, expliquant des choses simples, avec une patience exagérée qui était clairement fausse. Pendant le dessert, elle a mentionné qu'elle connaissait une excellente institution pour les personnes
ayant des problèmes de mémoire, un endroit tranquille, à la campagne, où je pourrais recevoir des soins appropriés. Laurent a ajouté que c'était peut-être quelque chose à envisager à l'avenir, que ce n'était rien de définitif, mais qu'il était bon de savoir qu'il existait des options. Il plantait la graine dans ma tête, préparant le terrain pour ce qu'il prévoyait de faire. J'ai acquiescé vaguement, j'ai remercié leurs préoccupations, et j'ai offert plus de café avec une main qui tremblait, non pas de confusion, mais d'une colère si intense que j'avais du mal à la contrôler. Cette nuit-là, après le départ de Solène, et que Laurent se soit endormi, je me suis assise seule dans la cuisine, toutes les lumières éteintes, regardant par la fenêtre la rue vide de face Saint-Rémy de Provence. 43 ans de mariage se résumaient à cela. Un mari qui était prêt à me faire interner pour être avec une autre femme et avec l'argent que nous avions construit ensemble. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais renoncé à mes propres rêves pour soutenir les siens, à toutes les nuits où j'avais attendu éveillé lorsqu'il rentrait tard du travail, à tous les anniversaires et fêtes et moments importants où j'avais été à ses côtés, croyant que nous construisions une vie ensemble. Tout cela avait été une illusion, ou peut-être avait-ce été réel à un moment donné, et cela était mort si progressivement que je n'avais même pas remarqué quand c'était arrivé. Mais cela n'avait plus d'importance. Ce qui importait, c'est que le lundi suivant, la farce prendrait fin et la vraie bataille commencerait. Le vendredi, j'ai reçu un appel de Sophie me disant qu'elle et Thomas viendraient à me rendre visite à nouveau le week-end. Laurent a semblé contrarié par la nouvelle, prétextant qu'il avait beaucoup de travail et que la présence des enfants, comme il persistait à les appeler, malgré qu'ils soient adultes depuis des décennies, ne ferait que perturber. Mais j'ai insisté, utilisant ma confusion simulée à mon avantage, disant qu'il me manquait, que cela me faisait du bien de les avoir près de moi. Il ne pouvait pas refuser sans paraître insensible. Alors il a accepté à contre-cœur. Quand mes enfants sont arrivés le samedi matin, Laurent était déjà parti au garage, et j'ai pu enfin me détendre un peu en leur présence. J'ai raconté la conversation que j'avais entendue, les plans pour m'interner, comment tout s'accélérait dangereusement. Thomas a voulu confronter son père immédiatement. Sa colère s'était transformée en quelque chose de froid et de dur au fil des semaines. Mais Sophie l'a retenu, lui rappelant que nous devions suivre le plan. Le lundi, lorsque la procédure serait déposée, il serait ici avec moi pour me soutenir, pour s'assurer que Laurent ne tente rien de drastique. Nous avons passé tout le week-end dans une farce élaborée, chaque fois que Laurent était présent, feignant d'être une famille heureuse, parlant de banalité, tandis que sous la surface, nous savions tous qu'une guerre était sur le point de commencer. Le dimanche soir, après que Thomas et Sophie soient rentrés à Marseille, avec la promesse de revenir le lundi matin, je me suis assise avec Laurent dans le salon pour regarder la télévision, comme nous le faisions tous les soirs. Il était distrait, vérifiant son portable constamment, échangeant probablement des messages avec Solène sur leur plan. Je l'ai regardé du coin de l'œil, cet homme que j'avais aimé, avec qui j'avais construit une vie entière, et j'ai essayé de trouver un reste de sentiments autres que la colère et la trahison. Mais il n'y avait rien. C'était comme regarder un étranger, utilisant le visage de quelqu'un que je connaissais autrefois. Quand nous sommes allés nous coucher, il s'est endormi rapidement comme toujours, sans prendre la peine de me souhaiter bonne nuit, se tournant de son côté du lit et tombant immédiatement dans le sommeil de quelqu'un, sans culpabilité ni remords. Je suis restée éveillée toute la nuit, regardant le plafond, sachant que c'était ma dernière nuit à vivre ce mensonge. Demain, tout changerait. Demain, le masque tomberait, et Laurent découvrirait qu'il avait complètement sous-estimé la femme avec qui il avait été marié pendant plus de 4 décennies. Le lundi s'est levé avec un ciel gris qui semblait refléter parfaitement le poids que je sentais sur ma poitrine. Je me suis réveillée avant Laurent, comme toujours, et j'ai préparé le petit déjeuner avec des mains qui avaient enfin cessé de trembler. Aujourd'hui, c'était le jour. Après des mois à simuler, à planifier, à souffrir en silence, le moment d'agir était enfin arrivé. Laurent est descendu prendre son café avec cette expression neutre de toujours, a vérifié son portable tout en buvant le café noir que j'avais préparé,
et a mentionné avec désinvolture qu'il rentrerait tard car il avait une réunion importante avec un client. Nous savions tous deux que c'était un mensonge. Nous savions tous deux qu'il allait retrouver Solène. Mais j'ai seulement acquiescé, avec mon expression vague habituelle, et il est sorti par la porte, sans regarder en arrière, sans avoir la moindre idée de ce qui était sur le point de se produire. Dès que j'ai entendu sa voiture disparaître dans la rue, j'ai appelé Caroline. Elle a confirmé que tout était prêt, que les documents seraient déposés au tribunal ce matin même, et que la notification serait remise à Laurent cet après-midi. Thomas et Sophie sont arrivés peu après 9 heures, et pour la première fois depuis des mois, j'ai pu serrer mes enfants dans mes bras sans avoir besoin de faire semblant, sans avoir besoin de maintenir le masque de confusion. Nous avons pleuré ensemble dans la cuisine, tous les trois enlacés, traitant tout ce qui s'était passé, tout ce qui était sur le point de se produire. Vers 11 heures du matin, Caroline a appelé pour confirmer que la procédure avait été officiellement déposée. À partir de ce moment, tous les biens au nom conjoint étaient automatiquement bloqués, empêchant toute vente ou transfert. Le garage automobile ne pouvait pas être vendu sans ordonnance du tribunal. Les comptes bancaires joints étaient gelés et Laurent était légalement interdit de faire tout mouvement financier significatif tant que la procédure de séparation ne serait pas résolue. J'ai ressenti un soulagement si grand que mes jambes ont presque flanché et j'ai dû m'asseoir. Des mois de planification, des mois de jeu, des mois de douleurs silencieuses portaient enfin leurs fruits. J'ai passé le reste de la matinée et le début de l'après-midi dans une sorte d'état de suspension, sachant qu'à tout moment, Laurent recevrait la notification et que mon portable sonnerait avec son appel furieux. Thomas et Sophie sont restés avec moi tout le temps, refusant de me laisser seule à ce moment crucial. Sophie a préparé le déjeuner, bien qu'aucun de nous n'ait eu beaucoup d'appétit, et Thomas vérifiait constamment les fenêtres, comme s'il s'attendait à ce que son père apparaisse à tout moment. L'appel est arrivé à 15h30. Le portable a sonné avec le nom de Laurent sur l'écran, et ma main a légèrement tremblé en décrochant. Sa voix de l'autre côté de la ligne était complètement différente de tout ce que j'avais jamais entendu. Ce n'était pas de la colère, pas encore. C'était un choc pur, une incrédulité absolue, comme si le sol avait disparu sous ses pieds. Il a demandé d'une voix étranglée si j'étais au courant des documents qu'il venait de recevoir. J'ai répondu, pour la première fois depuis des mois, avec ma voix normale, claire et ferme, que oui, j'étais au courant, car j'avais moi-même déposé la demande de séparation. Le silence qui a suivi a duré une éternité. Puis, il a commencé à parler, les mots sortant dans un flot confus, demandant si j'étais folle, si c'était une blague, comment je pouvais faire ça. N'étions-nous pas mariés depuis plus de 40 ans? N'avions-nous pas tout construit ensemble? Sa voix oscillait entre l'incrédulité et le début d'une colère croissante. J'ai répondu calmement, chaque mot lourd de mois de douleur contenue, que je savais tout. Sur Solène, sur l'aventure qui durait depuis 2 ans, sur les plans de vendre le garage et d'ouvrir une affaire ensemble, sur les plans de me faire interner pour obtenir le contrôle total des biens, sur chaque mensonge, chaque trahison, chaque moment de cruauté déguisé en inquiétude. J'ai dit que je n'avais jamais été confuse, que chaque oubli, chaque moment de désorientation avait été soigneusement planifié pour découvrir jusqu'où il était prêt à aller. Et maintenant, je savais. Il savait exactement qui il était, et je ne voulais plus rien avoir à faire avec lui. L'explosion a été instantanée. Laurent a commencé à crier de l'autre côté de la ligne, disant que j'inventais des choses, que j'étais vraiment folle, qu'il le prouverait à tout le monde. Il a menacé de me poursuivre en justice pour diffamation, a dit que je paierais pour avoir essayé de le détruire, qu'il ne me laisserait rien. Je l'ai laissé crier jusqu'à ce qu'il perde son souffle, et ensuite, avec un calme qui m'a surprise moi-même, j'ai dit que j'avais des preuves de tout, copies des messages, reçus de cadeaux, relevés bancaires, photos, témoins. J'avais documenté chacun de ses mouvements au cours des derniers mois. S'il voulait se battre, nous pouvions nous battre, mais il ne gagnerait pas. J'ai raccroché le téléphone avant qu'il ne puisse répondre.
Mes mains tremblaient, mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. Mais pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à la victoire. Thomas et Sophie m'ont serré dans leurs bras, disant que j'avais été incroyable, qu'ils étaient là fiers de moi. Mais je savais que ce n'était que le début. La vraie bataille ne faisait que commencer. Laurent est rentré à la maison moins d'une heure plus tard, faisant irruption par la porte, avec une fureur qui faisait trembler tout son corps. Thomas s'est immédiatement interposé entre lui et moi, et pour la première fois de ma vie, j'ai vu mon fils faire face à son père avec une hostilité ouverte qui a fait s'arrêter Laurent au milieu du salon. Il a regardé autour de lui comme s'il voyait l'endroit pour la première fois, a vu Sophie à mes côtés, le bras protecteur autour de mes épaules, a vu l'expression froide de Thomas, et quelque chose sur son visage a changé. La colère a cédé la place à une sorte de panique, comme s'il comprenait enfin qu'il avait perdu non seulement sa femme, mais aussi ses enfants. Il a essayé de me parler, a essayé de dire que nous pouvions tout régler en discutant, que cela ne devait pas en arriver là, qu'il y avait certainement un malentendu. C'est Sophie qui a répondu, sa voix coupante comme du verre brisé, disant que le seul malentendu était qu'ils pensaient pouvoir tromper leur mère pendant 2 ans, planifier de l'abandonner et s'en tirer. Elle a dit qu'elle et Thomas étaient au courant de tout, qu'ils avaient vu toutes les preuves, et qu'ils ne pourraient plus jamais le regarder de la même manière. J'ai vu quelque chose se briser à l'intérieur de Laurent, à ce moment-là. Une sorte d'effondrement interne qui a fait tomber ses épaules et vieillir son visage de plusieurs années en quelques secondes. Il a essayé de s'approcher de moi, tendant la main comme s'il allait me toucher, mais j'ai reculé instinctivement, et le rejet sur mon visage a été si clair qu'il s'est arrêté au milieu du mouvement. Il a demandé, d'une voix très basse et brisée, si je n'avais vraiment jamais été confuse, si tout n'avait été que simulation. J'ai confirmé, et j'ai expliqué que la seule confusion réelle était à quel point j'avais été aveugle pendant si longtemps, comment je n'avais pas réalisé que notre mariage était mort depuis des années, qu'il ne m'aimait plus depuis longtemps, mais n'avait pas eu le courage ou la décence de me le dire, préférant maintenir la farce tout en construisant une vie parallèle avec quelqu'un d'autre. Laurent a essayé de nier, a essayé de dire qu'il m'aimait toujours, que Solène ne signifiait rien, que c'était une erreur. Mais ces mots sonnaient creux, même pour lui-même. J'ai alors demandé, avec un calme mortel, au sujet des plans pour m'interner, de la conversation que j'avais entendue concernant l'obtention de faux certificats médicaux pour avoir le contrôle des biens. J'ai vu la couleur se drainer de son visage, confirmant qu'il savait que je savais, et qu'il n'y avait plus moyen de nier ou de minimiser. Thomas a pratiquement dû être retenu par Sophie à ce moment-là, sa colère envers son père atteignant un point critique en apprenant que Laurent avait réellement envisagé d'interner sa propre femme par cupidité. La discussion a continué pendant des heures, tournant en rond, Laurent alternant entre le déni, la colère et des tentatives pathétiques de négociation. Il a offert de rompre avec Solène, a promis d'aller en thérapie de couple, a dit que nous ferions tout pour que ça marche si seulement j'abandonnais la procédure. Mais chaque mot ne faisait que renforcer ma décision. Ce n'était plus une question de trahison, c'était une question de respect, de dignité et de la réalisation que je méritais plus que des miettes d'affection d'un homme qui avait démontré à plusieurs reprises que je n'avais aucune valeur pour lui. Quand je lui ai finalement dit que je voulais qu'il quitte la maison, qu'il dorme ailleurs pendant que la procédure était en cours, Laurent a semblé sincèrement choqué, comme s'il n'avait pas envisagé qu'il y aurait de réelles conséquences à ses actions. Il a essayé de faire valoir que la maison était aussi la sienne, qu'il avait le droit de rester. Mais Caroline m'avait orientée à ce sujet. Je l'ai appelée devant lui, et elle a expliqué par haut-parleur que, étant donné le contexte et les preuves que Laurent avait planifié de nuire à mon intégrité mentale et physique, un juge accorderait très probablement une ordonnance pour qu'il quitte la résidence temporairement. Nous pourrions demander cela dès demain s'il refusait de partir volontairement. Laurent a regardé autour de lui dans le salon une fois de plus. La maison que nous avions partagée pendant des décennies, les enfants qui le regardaient tard maintenant comme un étranger. Moi, avec mon expression inébranlable.
Finalement, les épaules courbées de défaite, il est monté à l'étage et a commencé à rassembler quelques vêtements. Les jours qui ont suivi le départ de Laurent ont été étranges, d'une manière à laquelle je n'étais pas préparée. La maison semblait plus grande, plus silencieuse, et chaque pièce portait des souvenirs qui semblaient fort maintenant appartenir à une autre vie, à une autre personne, qui n'était plus moi. Thomas et Sophie sont restés avec moi pendant cette première semaine, se relayant pour s'assurer que je ne sois jamais seule, me traitant avec une délicatesse à la fois réconfortante et douloureuse, comme si j'étais un vase fissuré qui pouvait se briser complètement à tout moment. Caroline m'avait prévenu que la procédure de séparation serait longue et potentiellement douloureuse, mais même ainsi, je n'étais pas entièrement préparée à ce qui allait arriver. Laurent a engagé un avocat, un homme d'âge mûr nommé Maître Perrin, qui avait la réputation d'être agressif dans les affaires de divorce. Et leur stratégie est devenue rapidement claire. Ils allaient alléguer que j'avais tout orchestré, que j'avais manipulé la situation, que la prétendue confusion mentale était la preuve d'une instabilité émotionnelle qui justifiait de remettre en question ma capacité à prendre des décisions concernant les biens du couple. C'était une stratégie désespérée et facilement réfutable avec les preuves que nous avions, mais elle causait néanmoins du tort, semait le doute, faisait jaser les gens de la ville. Saint-Rémy de Provence était trop petite pour garder des secrets, et bientôt toute la ville était au courant de la séparation. Les réactions ont été variées et ont révélé beaucoup de choses sur qui se souciait vraiment de moi, contre qui aimait juste les ragots. Certaines de mes anciennes clientes ont cessé de me solliciter pour des services de couture, clairement mal à l'aise avec le drame, ou peut-être croyant aux versions déformées de l'histoire que Laurent propageait. Il disait à qui voulait l'entendre que j'étais devenue folle, que j'inventais une trahison qui n'avait jamais existé, que Solène n'était qu'une amie et partenaire commerciale, et que je détruisais notre famille par paranoïa et jalousie maladive. Mais à ma surprise et à ma profonde gratitude, la plupart des gens se sont rangés de mon côté. Les femmes de l'association des artisanes, qui me connaissaient depuis des décennies, ont immédiatement vu à travers ces mensonges. Madame Dubois, 73 ans, qui faisait du crochet et était l'une des fondatrices de l'association, est venue me rendre visite un après-midi avec une hot tarte aux pommes, encore chaude, et m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle a dit qu'elle avait vécu quelque chose de similaire il y a 40 ans, qu'elle comprenait exactement ce que je ressentais, et que la plus grande victoire ne serait pas l'argent ou la maison, mais de retrouver ma propre vie et ma dignité. Nous nous sommes assises dans la cuisine cet après-midi-là, deux femmes âgées qui avaient consacré leur vie à prendre soin des autres, et nous avons pleuré ensemble, non seulement pour nos propres douleurs, mais pour toutes les femmes qui avaient été trahies, jetées, sous-estimées. La procédure légale avançait lentement, chaque document, chaque audience, chaque négociation semblant durer une éternité. Caroline était implacable dans la défense de mes droits, présentant preuve après preuve de la trahison de Laurent, de ses plans avec Solène, des mouvements financiers suspects. Le tournant est survenu lors d'une audience à la mi-décembre, lorsque Maître Perrin a tenté de faire valoir que les transferts d'argent que j'avais effectués vers mon compte personnel étaient la preuve que j'étais mentalement compétente et que j'avais donc agi avec malice en simulant la confusion. Caroline l'a laissé développer tout son argument avant de souligner la contradiction évidente. Soit j'étais mentalement incompétente et donc mes actions ne pouvaient pas être considérées comme malicieuses, soit j'étais compétente et j'avais tout à fait le droit de protéger mes propres biens en découvrant que mon mari prévoyait de me voler. Maître Perrin n'a pas eu de réponse à cela, et le juge, un homme sérieux d'une 50aine d'années, nommé Monsieur, le juge Fournier, a semblé peu impressionné par la stratégie de Laurent. Pendant ce temps, Solène a tout simplement disparu de la vie de Laurent. Au moment où il est devenu clair qu'il n'aurait pas un accès facile à l'argent de la vente du garage, que la procédure serait longue et compliquée, que sa réputation dans la ville était détruite, elle a cessé de répondre à ses appels, a fermé sa boutique à Avignon
et a apparemment déménagé dans une autre ville. J'ai appris cela par une connaissance qui avait de la famille à Avignon. Et je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir une satisfaction amère en imaginant Laurent réaliser que le grand amour pour lequel il avait tout risqué n'était en réalité qu'un intérêt financier, déguisé en passion. Il a essayé de m'appeler quelques fois après cela, laissant des messages larmoyants sur mon portable, disant qu'il avait été idiot, que Solène l'avait utilisé, qu'il comprenait enfin ce qu'il avait perdu. Je n'ai jamais rappelé. Il n'y avait plus rien à dire. Noël cette année-là fut différent de tous ceux dont je me souvenais. Traditionnellement, nous passions toujours la fête en famille, avec Thomas, Sophie, leur partenaire, et Amandine, tous réunis à notre table pour le réveillon. Mais cette année, Laurent n'était pas invité, et pour la première fois depuis des décennies, ce fut une célébration seulement entre moi, mes enfants et ma petite fille. Nous avons cuisiné ensemble, ri, raconté des histoires, et bien qu'il y ait eu une tristesse inévitable planant sur tout, il y avait aussi une nouvelle légèreté, comme si un poids avait été retiré de nos épaules. Amandine, ma petite fille qui m'avait appris ses astuces sur le portable qui s'était avérée si importante, m'a serrée dans ses bras dans la cuisine, pendant que nous faisions la vaisselle, et m'a dit que j'étais la femme la plus forte qu'elle connaissait, que mon histoire lui avait appris à ne jamais accepter d'être traitée comme moins que ce qu'elle méritait. J'ai senti mon cœur se remplir d'une fierté étrange et compliquée, car même si je n'avais jamais souhaité vivre cela, au moins quelque chose de bien sortait de ma douleur. Début janvier, il y a eu un développement inattendu qui a failli tout changer. Maître Perrin a présenté un témoin qui prétendait m'avoir vu agir de manière complètement normale et lucide, pendant une période où j'étais censée être confuse, suggérant que mon jeu n'était pas aussi convaincant que je le pensais. Le témoin était le propriétaire de la boulangerie du centre, Monsieur Leroy, 62 ans, qui affirmait avoir eu de longues conversations complexes avec moi sur les recettes et les affaires pendant les mois où j'étais censée avoir des problèmes de mémoire. Mon cœur a sombré lorsque Caroline m'en a parlé, car Monsieur Leroy avait raison. J'avais vraiment eu ces conversations avec lui, prenant toujours soin de ne pas maintenir ma farce quand j'étais loin de Laurent. Mais apparemment, je n'avais pas été assez prudente. Caroline, cependant, a utilisé cela à notre avantage d'une manière brillante. Lors de la prochaine audience, elle a fait valoir que le fait que je sois capable de fonctionner normalement dans certains contextes, mais que je montre de la confusion spécifiquement autour de Laurent, était en réalité une preuve supplémentaire que mon état mental était affecté par lui, potentiellement à cause du stress de vivre avec quelqu'un qui me trompait et me manipulait. Elle a appelé cela une réponse traumatique sélective et a fait témoigner un psychologue selon qui ce type de comportement était courant chez les victimes d'abus émotionnels prolongés. La manœuvre fut géniale, transformant ce qui aurait pu être une preuve contre moi en une preuve de plus de la cruauté de Laurent. Mais l'impact émotionnel de ce moment fut dévastateur. Réaliser que même ma farce soigneusement construite avait des failles, qu'il y avait des gens qui observaient et jugeaient chacun de mes mouvements, a fait monter mon anxiété en flèche. J'ai commencé à faire des cauchemars, où Laurent réussissait vraiment à me faire interner, où je perdais tout, où je finissais seule et démunie. Sophie m'a convaincue de commencer à voir une thérapeute, une femme douce, nommée Docteur Leclerc, 55 ans, qui avait un cabinet à Saint-Rémy-de-Provence. Les séances avec elle sont devenues mon seul espace vraiment sûr, où je pouvais traiter non seulement la trahison et le divorce, mais des décennies de sentiments refoulés, de rêves abandonnés, de parties de moi que j'avais oublié qu'elles existaient. La docteure Leclerc m'a aidé à comprendre que ma douleur n'était pas seulement à propos de Laurent, mais à propos du deuil d'une vie entière que j'avais imaginé différemment. En février, 8 mois après le début de tout cela, la procédure a finalement abouti à une résolution. Le juge a statué que la séparation des biens se ferait comme suit. Je garderais la maison, qui avait toujours été au nom conjoint, mais où j'avais clairement investi plus de travail et d'amour au fil des ans. Le garage automobile serait vendu,
et je recevrais la moitié de la valeur de la vente, plus une compensation supplémentaire pour les investissements que j'avais faits dans les rénovations des années auparavant, investissements que nous avions réussi à documenter grâce à de vieux reçus que Bernard m'a aidé à retrouver. De plus, Laurent serait obligé de me verser une prestation compensatoire, mensuelle, compte tenu des années de mariage et de mon âge avancé, reconnaissant que j'avais consacré ma vie à prendre soin de la famille et à soutenir sa carrière au détriment de la mienne. Le montant final était plus que ce à quoi je m'attendais, moins que ce que je méritais, mais suffisant pour m'assurer une sécurité financière pour le reste de ma vie. Laurent a tenté de faire appel de la décision, mais Maître Perrin l'a déconseillé, expliquant qu'avec toutes les preuves que nous avions, un appel ne ferait probablement qu'entraîner plus de frais de justice sans changer le résultat. Le garage a été vendu en mars à un jeune mécanicien d'une ville voisine qui ne connaissait pas toute l'histoire sordide derrière l'entreprise. J'ai reçu ma part de l'argent un après-midi pluvieux d'avril, et quand j'ai vu le montant déposé sur mon compte, j'ai ressenti un mélange étrange de victoire et de vide, car l'argent n'effaçait pas la douleur, ne rendait pas les années perdues, ne guérissait pas la blessure d'avoir été trahi par quelqu'un en qui j'avais entièrement confiance. Les mois qui ont suivi la fin officielle de la procédure ont été les plus étranges de tous. Il n'y avait plus d'audience longue à assister, plus de documents à signer, plus de batailles juridiques à mener. C'était juste moi, seule, pour la première fois, en plus de 40 ans, essayant de découvrir qui j'étais, sans être la femme de Laurent, sans être la moitié d'un couple que tout le monde connaissait. La maison semblait immense et silencieuse, d'une manière que je n'avais jamais remarquée auparavant. Chaque pièce résonnait de souvenirs dont je ne savais pas si je voulais les garder ou les effacer. La chambre où nous avions élevé nos enfants, la cuisine où j'avais préparé des milliers de repas, le salon où nous avions regardé la télévision côte à côte pendant des décennies, sans vraiment nous voir. Tout était imprégné d'une histoire qui avait maintenant une fin amère. J'ai pensé à déménager, à vendre la maison et à recommencer ailleurs. Mais la docteure Leclerc m'a conseillé de ne pas prendre de décision drastique tout de suite, de me donner le temps de tout digérer avant de faire des changements permanents. Mon travail à l'atelier, qui avait été négligé pendant les mois les plus intenses de la procédure, a lentement recommencé à faire partie de ma routine. Au début, il était difficile de trouver la motivation pour prendre l'aiguille et le fil, pour m'inquiéter des ourlets et des ajustements quand ma propre vie semblait si décousue. Mais progressivement, le rythme familier de la couture a recommencé à m'apaiser. Il y avait quelque chose de méditatif à enfiler le fil dans l'aiguille, à faire de petits points précis, à transformer des morceaux de tissu en quelque chose de beau et d'utile. Certaines de mes anciennes clientes sont revenues, certaines n'étaient jamais vraiment parties, et de nouvelles clientes ont commencé à apparaître, attirées peut-être par l'histoire scandaleuse, mais restant pour la qualité du travail. L'une de mes nouvelles clientes était une femme de 34 ans nommée Lucie, qui divorçait d'un mari violent et avait besoin de nouveaux vêtements pour des entretiens d'embauche, voulant recommencer sa vie professionnelle après des années passées à être femme au foyer. Pendant que j'ajustais ses vêtements, nous parlions de nouveaux départs, de force, à quel point il est effrayant et libérateur à la fois de repartir de zéro. Elle m'a dit que mon histoire avait circulé dans la ville et que j'étais une inspiration pour elle, que si une femme de 68 ans pouvait avoir le courage de recommencer, elle le pouvait aussi. L'idée d'être une inspiration pour quelqu'un était étrange et inconfortable, car à l'intérieur, je me sentais toujours brisée. Je me réveillais encore certaines nuits, le cœur battant. J'avais encore des moments où la solitude était si intense qu'elle semblait physique. Mais c'était peut-être cela. Peut-être que la force n'était pas de ne pas ressentir de peur ou de douleur, mais de continuer même en les ressentant. En mai, près d'1 an après cet après-midi où tout a commencé, j'ai reçu une nouvelle inattendue. Amandine, ma petite fille, organisait une exposition de travaux d'artisanes locales à Marseille, dans le cadre d'un projet universitaire, et elle voulait inclure certaines de mes robes.
Elle a dit que mon travail méritait d'être vu par plus de gens, qu'il y avait de la beauté et de l'histoire dans chaque pièce que je créais. Au début, j'ai refusé, pensant que mes robes n'étaient pas que du travail ordinaire, rien d'assez spécial pour une exposition. Mais Amandine a insisté, et Sophie a soutenu l'idée, disant que ce serait bien pour moi d'avoir quelque chose de positif sur quoi me concentrer. Un projet qui célébrait mon talent au lieu de me rappeler ma douleur. J'ai finalement accepté et j'ai passé des semaines à sélectionner des pièces, certaines anciennes que j'avais gardées au fil des ans, d'autres nouvelles que j'ai créées spécialement pour l'exposition. C'était étrange de voir mon travail ainsi, non pas comme des vêtements fonctionnels, mais comme de l'art, comme des expressions de qui j'étais et de ce que je pouvais créer. L'exposition a eu lieu un samedi pluvieux de juin. Thomas a conduit jusqu'à Saint-Rémy de Provence pour venir me chercher, et nous avons fait le trajet jusqu'à Marseille, dans une conversation tranquille, sur rien et sur tout. Mon fils avait beaucoup mûri au cours des derniers mois. La trahison de son père l'avait forcé à confronter ses propres idées sur la famille, la loyauté et le type d'homme qu'il voulait être. Il m'a dit dans la voiture qu'il avait rompu avec sa petite amie parce qu'il avait réalisé qu'il ne l'aimait pas vraiment, qu'il suivait juste un scénario qu'il pensait devoir suivre et qu'il prenait du temps pour découvrir ce qu'il voulait vraiment dans la vie. J'ai ressenti de la fierté et de la tristesse en même temps, de la fierté pour son honnêteté et son courage, de la tristesse parce que mon fils apprenait des leçons difficiles si jeune à cause des erreurs de son père. L'exposition était petite mais belle, dans un espace culturel modeste mais bien éclairé, avec des travaux de plusieurs artisanes de ville de l'intérieur de la Provence. Mes robes étaient accrochées avec soin, chacune avec une petite plaque expliquant la technique utilisée, le temps de travail, l'histoire derrière la pièce. Voir des gens que je ne connaissais pas s'arrêter pour admirer mon travail, toucher délicatement les tissus, lire les descriptions avec un intérêt sincère, fut une expérience surréaliste. Une jeune femme, peut-être d'environ 25 ans, a passé de longues minutes à regarder une robe de mariée que j'avais faite 15 ans auparavant et gardée parce que la mariée avait annulé le mariage à la dernière minute. La jeune femme avait les larmes aux yeux quand elle s'est finalement éloignée, et lorsque nos regards se sont croisés, elle est venue vers moi et a demandé si j'étais l'artisane. Quand j'ai confirmé, elle m'a serré dans ses bras, disant que la robe était la plus belle chose qu'elle ait jamais vue, qu'elle pouvait sentir l'amour et le soin dans chaque point, et qu'elle espérait un jour trouver quelqu'un qui lui donnerait envie de porter quelque chose d'aussi spécial. Je n'ai pas pu retenir mes larmes. Sur le chemin du retour à Toussaint-Rémy de Provence, ce soir-là, Thomas conduisant dans l'obscurité et la pluie battant sur le pare-brise, j'ai réalisé quelque chose d'important. Pendant des décennies, j'avais défini ma valeur à travers mon rôle d'épouse, de mère, de soignante. Mon travail de couturière n'était que cela, du travail, une façon de gagner de l'argent et d'aider la famille. Je n'avais jamais pris le temps de considérer que créer de la beauté de mes propres mains avait une valeur en soi, indépendamment de qui j'étais par rapport aux autres. L'exposition, même petite et modeste, m'avait montré que j'avais une identité au-delà de mes relations, qu'il existait une Marlène qui était intéressante et talentueuse par elle-même. Cette révélation aurait dû être libératrice, mais elle a en fait apporté une nouvelle vague de tristesse. Combien d'années avais-je gaspillé sans reconnaître cela? Combien d'opportunités avais-je manqué parce que j'étais trop occupée à être l'épouse parfaite, la mère dévouée, mettant toujours les besoins des autres avant les miens. La docteure Leclerc, lorsque je lui ai parlé de ses sentiments lors de notre séance suivante, m'a rappelé gentiment qu'il ne servait à rien de passer le présent, à regretter le passé, qu'il me restait encore des années devant moi, et que maintenant, pour la première fois, je pouvais choisir comment je voulais les vivre. En juillet, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait de ma vie. J'ai fermé l'atelier pendant 2 semaines et je suis partie voyager seule. Rien de très loin ou d'élaboré, juste un petit voyage dans une ville historique en Occitanie. Un endroit que j'avais toujours voulu connaître, mais que je n'avais jamais eu le temps de visiter, parce qu'il y avait toujours des responsabilités,
Il y avait toujours quelqu'un qui avait besoin de moi. Le voyage fut étrange. Manger seul au restaurant, marcher dans les rues sans avoir à ajuster mon rythme à celui de quelqu'un d'autre, décider où aller et quoi voir uniquement en fonction de mes propres intérêts. Au début, la solitude était suffocante. Chaque repas solitaire me rappelait tout ce que j'avais perdu. Mais peu à peu, j'ai commencé à apprécier la liberté qu'il y avait là-dedans. Je pouvais me réveiller quand je voulais, passer des heures dans un musée si quelque chose m'intéressait, changer de plan en milieu de journée, sans avoir à justifier ou à expliquer à personne. J'ai rencontré d'autres personnes, voyageant seules. Certaines divorcées comme moi, d'autres veuves, d'autres qui préféraient fort simplement leur propre compagnie. Nous avons parlé de la vie, des nouveaux départs, à quel point il est étrange et merveilleux de se redécouvrir après des années passées à être défini par les autres. Je suis rentrée à Casse-Saint-Rémy-de-Provence. Fin juillet, avec un sentiment renouvelé de possibilités, comme si le monde s'était un peu élargi, comme s'il y avait plus d'options disponibles que je ne l'avais réalisé auparavant. Mais la réalité s'est revenue rapidement lorsque, un matin d'août, Laurent est apparu à ma porte. Il était différent, visiblement plus vieux, avec plus de cheveux blancs et une posture courbée dont je ne me souvenais pas. Il a demandé à parler, a dit qu'il n'avait besoin que de 5 minutes. Contre mon meilleur jugement, je l'ai laissé entrer. Mais nous sommes restés dans le salon. Je ne voulais pas qu'il aille plus loin dans ma maison que nécessaire. Laurent a commencé par des excuses, disant qu'il avait été un idiot, qu'il avait détruit la meilleure chose qu'il ait jamais eue, qu'il passait ses journées à le regretter. Il a dit que Solène l'avait utilisé et jeté dès qu'elle avait réalisé qu'elle n'aurait pas l'argent qu'elle espérait, qu'il vivait dans un petit appartement misérable, qu'il avait perdu la plupart de ses amis, que ses propres enfants lui parlaient à peine. Il s'attendait, je crois, à ce que j'aie pitié, à ce que cette liste de misère m'attendrisse. Mais tout ce que j'ai ressenti, c'était une distance froide, comme s'il me racontait la vie d'un étranger. Quand il en est finalement arrivé au fait, demandant s'il y avait une chance de recommencer, si je pouvais envisager de lui pardonner, la réponse est sortie de mes lèvres, avant même que je puisse y penser. Non, il n'y avait pas de retour en arrière, pas de pardon qui effacerait ce qu'il avait fait, pas de nouveau départ possible après tant de trahison et de cruauté. Il n'avait pas seulement détruit notre mariage, mais ma capacité à faire confiance, ma foi que les années que nous avions passées ensemble signifiaient quelque chose. Laurent a essayé de discuter, mais quelque chose sur mon visage a dû lui faire comprendre qu'aucune discussion n'était possible. Il est parti quelques minutes plus tard, et j'ai verrouillé la porte derrière lui, ressentant un mélange de soulagement et de tristesse finale, le genre de tristesse qui marque la fin définitive de quelque chose qui était déjà mort depuis longtemps. Les derniers mois de cette année-là furent ceux d'une transformation silencieuse, du genre qui se produit si progressivement qu'on ne le remarque que lorsqu'on regarde en arrière et qu'on voit à quel point on a changé. Septembre est arrivé avec ses matinées fraîches et ses après-midi chauds, et j'ai établi une nouvelle routine qui était entièrement la mienne. Je me réveillais tôt, non pas parce que je devais préparer le café pour quelqu'un, mais parce que j'aimais regarder le lever du soleil par la fenêtre de la cuisine, tout en prenant mon thé. Je travaillais à l'atelier, aux heures que je choisissais, refusais les travaux qui ne m'intéressaient pas, facturais ce que mon travail valait vraiment, au lieu de faire des prix d'amis pour plaire à tout le monde. J'ai commencé à participer plus activement aux réunions de l'association des artisanes, non seulement en tant que membre, mais en apportant des idées, en aidant à organiser des événements, en utilisant mon expérience pour guider les artisanes, plus jeunes, qui commençaient. Madame Dubois, qui m'avait tant soutenue pendant les mois les plus difficiles, est devenue une véritable amie, de celles avec qui on peut s'asseoir dans un silence confortable ou parler pendant des heures de n'importe quoi. Nous passions des après-midi ensemble dans son atelier, ou le mien, travaillant côte à côte, partageant des histoires de nos vies, riant de choses qui nous auraient fait pleurer auparavant. Elle m'a appris que vieillir seule n'était pas la tragédie que j'avais toujours crainte,
qu'il y avait de la beauté et de la liberté à créer une vie qui ne dépendait de personne. C'est grâce à Madame Dubois que j'ai rencontré d'autres femmes qui avaient traversé des situations similaires, qui avaient été trahies, abandonnées, sous-estimées, mais qui avaient trouvé des moyens de reconstruire leur vie avec des morceaux brisés. Nous sommes devenus un groupe de soutien informel, nous rencontrant chaque semaine pour le café et la conversation, partageant non seulement nos douleurs, mais aussi nos victoires, nos découvertes, les petits moments de joie que nous avons appris à reconnaître et à célébrer. En octobre, Amandine m'a approchée avec une proposition inattendue. Après le succès de l'exposition à Marseille, elle avait été contactée par une coopérative d'artisanes qui recherchait des couturières expérimentées pour donner des ateliers sur les techniques traditionnelles. Ils voulaient en savoir si j'aurais envie d'enseigner, de transmettre les connaissances que j'avais accumulées au fil des décennies. L'idée m'a d'abord effrayée, car je ne m'étais jamais vue comme une enseignante, toujours juste comme quelqu'un qui faisait le travail silencieusement sans trop d'histoire. Mais plus j'y pensais, plus l'idée m'attirait. Il y avait quelque chose de puissant dans la possibilité de prendre tout ce que je savais, toutes les techniques que j'avais perfectionnées au fil des ans, et de garantir qu'elles ne mourraient pas avec moi, qu'elles continueraient à travers d'autres mains, d'autres esprits. J'ai accepté la proposition, et début novembre, j'ai donné mon premier atelier. Elles étaient 8 femmes, d'âge varié entre 20 et 60 ans, toutes intéressées à apprendre les techniques traditionnelles de couture et de broderie. Au début, j'étais nerveuse. J'avais peur de ne pas savoir enseigner, de ne pas être assez bonne. Mais dès que j'ai commencé à expliquer, montrant point par point, corrigeant gentiment les erreurs, voyant leur visage s'illuminer lorsqu'elles réussissaient à faire quelque chose correctement, j'ai réalisé que c'était quelque chose pour lequel j'étais faite. Enseigner n'était pas seulement transmettre des connaissances d'âge technique, c'était partager une partie de moi-même, c'était créer des connexions, c'était laisser un héritage qui allait au-delà des robes et des vêtements. L'une des élèves, une jeune femme de 28 ans nommée Bruna, est restée après l'atelier pour me parler. Elle traversait un divorce difficile, se sentait perdue et sans valeur, et elle a dit qu'apprendre quelque chose de nouveau, créer quelque chose de beau de ses propres mains, l'aidait à se sentir capable à nouveau. Tandis qu'elle parlait, j'ai vu des reflets de mon propre parcours dans ses mots, et j'ai réalisé que mon expérience, aussi douloureuse qu'elle ait été, pouvait servir à aider d'autres personnes. Je lui ai brièvement raconté mon histoire. Pas tous les détails, mais suffisamment pour qu'elle comprenne que je savais ce que c'était que de sentir sa vie s'écrouler. Bruna m'a serré dans ses bras les larmes aux yeux, me remerciant non seulement pour les leçons de couture, mais pour l'espoir qu'il était possible de survivre et même de s'épanouir après tant de douleurs. Les ateliers sont devenus mensuels, et chacun apportait de nouveaux visages, de nouvelles histoires, de nouvelles opportunités de connexion. Décembre est arrivé, apportant avec lui le 2e anniversaire depuis que tout avait commencé. C'est ce mois-là que j'ai finalement pris la décision de faire des changements physiques dans la maison. Non pas vendre, comme je l'avais envisagé auparavant, mais la transformer en quelque chose de vraiment à moi. J'ai engagé un peintre pour changer les couleurs des murs, choisissant des nuances que j'ai toujours aimées, mais que je n'avais jamais utilisées parce que Laurent préférait les couleurs neutres. J'ai réorganisé les meubles, donné des pièces qui portaient pas des souvenirs trop lourds, acheté de nouvelles choses qui étaient complètement à mon goût. J'ai transformé la chambre de Thomas en un espace supplémentaire pour l'atelier, installant de meilleures tables, un éclairage adéquat, organisant mes tissus et mes matériaux de manière à ce que cela ait du sens pour moi. Le résultat fut une maison qui me ressemblait enfin, chaque pièce reflétant qui j'étais maintenant, au lieu de qui j'avais été forcée d'être. Le Noël de cette année-là fut significativement différent du précédent. Nous avons toujours célébré seulement moi et mes enfants, mais il y avait moins de tristesse planant sur tout, plus de légèreté, plus de rire sincère. Thomas avait commencé à sortir avec quelqu'un de nouveau, une femme douce nommée Clara, qui travaillait comme vétérinaire et qu'il avait rencontrée par des amis.
L'amener rencontrer la famille était un grand pas pour lui, et je pouvais voir à quel point il était différent, plus ouvert, plus honnête au sujet de ses sentiments. Sophie allait bien aussi. Elle avait été promue au travail et envisageait de faire un master. Amandine était rayonnante, parlant avec enthousiasme de ses projets universitaires et d'un garçon qu'elle avait rencontré et qui semblait la rendre très heureuse. Regardant autour de la table ce soir-là, voyant mes enfants et ma petite-fille heureux et en bonne santé, j'ai ressenti une profonde gratitude pour tout ce que nous avions traversé et survécu ensemble. En janvier de l'année suivante, 2 ans complets après cet après-midi de mai où tout a commencé, j'ai fait un retour en arrière, délibéré. J'ai relu tous les anciens messages que j'avais découverts. J'ai regardé tous les reçus et documents que j'avais collectés comme preuve. J'ai révisé mentalement chaque moment de la farce que j'avais jouée. J'ai fait cela non pas pour me punir ou revivre la douleur, mais pour tout digérer complètement, pour faire face à tout ce qui s'était passé et enfin faire la paix avec cela. Ensuite, j'ai pris toutes ces preuves, tous ces papiers que j'avais gardés si soigneusement, et j'ai tout brûlé dans un petit feu de joie dans le jardin. Je n'en avais plus besoin. Je n'avais plus besoin des preuves, car il n'y avait plus rien à prouver. La procédure légale était terminée. Laurent était hors de ma vie, et j'étais libre d'aller de l'avant, sans porter le poids physique de ces preuves. Pendant que je regardais les flammes consumer les papiers, j'ai senti quelque chose se libérer en moi, une tension que je portais depuis si longtemps que j'avais oublié ce que c'était de ne pas la sentir. C'est la docteure Leclerc qui m'a aidé à articuler ce que je ressentais lors de nos dernières séances. Elle a dit que le pardon n'était pas d'absoudre Laurent de ce qu'il avait fait, mais de me libérer du poids, de porter la colère et le ressentiment. Je n'avais pas besoin d'oublier, je n'avais pas besoin de me réconcilier, je n'avais pas besoin d'avoir une quelconque relation avec lui. Mais je devais lâcher le besoin qu'il comprenne la profondeur de ce qu'il avait fait, le besoin qu'il souffre proportionnellement à ma douleur, le besoin qu'il y ait une justice parfaite dans l'univers. La vie ne fonctionnait pas ainsi, et s'accrocher à ses attentes ne faisait que me maintenir prisonnière du passé. En février, j'ai reçu une lettre inattendue. Elle venait de Solène. J'ai regardé l'enveloppe pendant de longues minutes avant de décider de l'ouvrir, le cœur battant d'anticipation et d'un peu de peur de ce qu'elle pouvait contenir. La lettre était courte et étonnamment honnête. Solène s'excusait, non pas pour s'absoudre, mais reconnaissant pleinement ce qu'elle avait fait. Elle expliquait qu'à l'époque, elle était dans un moment désespéré de sa propre vie, récemment divorcée et avec des dettes accumulées, et qu'elle s'était laissée séduire par la promesse de stabilité financière que Laurent représentait. Elle a dit qu'elle n'essayait pas de justifier ses actions, qu'elle savait qu'elle avait détruit une famille et causé une douleur incommensurable, mais qu'elle voulait que je sache qu'elle portait le poids de cette culpabilité quotidiennement. Elle terminait en disant qu'elle espérait que je trouve la paix et le bonheur, que je méritais les deux. Je n'ai pas répondu à la lettre, mais je ne l'ai pas non plus jetée. Je l'ai gardée dans un tiroir, non pas parce que je pardonnais Solène, mais parce qu'il y avait quelque chose d'humanisant à voir qu'elle était aussi une personne réelle, avec ses propres luttes et ses regrets. Pas seulement la méchante unidimensionnelle qui avait existé dans ma tête. C'était une couche de complexité supplémentaire dans une situation qui n'a jamais été aussi simple que trahie contre traître. Un autre rappel que toutes les personnes impliquées étaient humaines, imparfaites, capables de causer et de ressentir de la douleur. Mars a apporté des nouvelles de Laurent par l'intermédiaire de Thomas, qui avait progressivement renoué une relation limitée avec son père. Laurent avait vendu l'appartement où il vivait et avait déménagé dans une autre ville, disant qu'il avait besoin d'un nouveau départ, loin de Saint-Rémy de Provence et de tous les souvenirs. Thomas a dit que son père semblait plus petit, d'une certaine manière, brisé d'une façon qui ne serait probablement jamais complètement réparée. Il a demandé si je ressentais quelque chose en sachant cela, et honnêtement, j'ai répondu que je ressentais principalement de l'indifférence, avec peut-être une pointe de tristesse, non pas pour lui, spécifiquement,
mais pour la mort de quelque chose qui avait été réel un jour, même si je ne pouvais plus me souvenir quand. Maintenant, assise dans mon atelier un après-midi tranquille d'avril, avec le bruit de la machine à coudre qui bourdonne doucement et la lumière du soleil entrant par la fenêtre, je regarde en arrière sur ces 2 dernières années et je vois un voyage que je n'aurais jamais imaginé devoir faire. Ce n'était pas la vie que j'avais prévue. Ce n'était pas la fin heureuse des contes de fées qu'on m'avait appris à attendre quand j'étais jeune. C'était quelque chose de plus réel, de plus compliqué, de plus douloureux, mais aussi de plus à moi que tout ce que j'avais eu auparavant. La vengeance que j'avais si soigneusement planifiée n'a pas été explosive ou dramatique comme dans les histoires. Il ne s'agissait pas de faire souffrir Laurent, bien qu'il ait souffert. Il s'agissait de retrouver ma propre vie, ma dignité, ma capacité de choisir. Elle fut silencieuse, stratégique, efficace. J'ai prouvé que sous-estimer une femme qui a consacré sa vie à prendre soin des autres, qui a appris à être patiente et observatrice, qui sait comment construire quelque chose de beau point par point, est la plus grande erreur que l'on puisse commettre. Aujourd'hui, à 70 ans, je suis plus heureuse que je ne l'ai été depuis des décennies. Ce n'est pas un bonheur constant et euphorique, mais quelque chose de plus profond et de plus durable. Une satisfaction tranquille avec qui je suis et la vie que j'ai construite. J'ai mes enfants, ma petite fille, mes amis, mon travail, mes ateliers, ma maison qui ressemble enfin à un foyer. J'ai la liberté de faire des choix basés sur ce que je veux et non sur ce que les autres attendent de moi. Il y a encore des jours difficiles, des moments où la solitude pèse ou où des souvenirs anciens surgissent inopinément. Mais il y a aussi des jours de joie pure, de connexion sincère, de fierté pour ce que j'ai accompli. Je regarde les jeunes femmes dans mes ateliers et je vois de l'espoir. Je vois de la force qu'elles ne savent pas encore qu'elles possèdent. Je vois des futurs se dérouler d'une manière qu'elles ne peuvent pas encore imaginer. Et j'espère que, si jamais elles se retrouvent dans des situations similaires à la mienne, elles se souviendront qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, pour se choisir elles-mêmes, pour construire une vie qui vaille la peine d'être vécue. La plus grande leçon que j'ai apprise est que la vraie vengeance n'est pas de détruire ceux qui vous ont blessé, c'est de refuser d'être détruite. C'est de prendre les morceaux brisés de votre vie et de créer quelque chose de nouveau, quelque chose de beau, quelque chose qui vous est entièrement propre. C'est de se réveiller chaque matin et de choisir de continuer, de choisir de grandir, de choisir de s'épanouir même dans le sol le plus aride. Laurent m'a pris de nombreuses années, beaucoup de confiance, beaucoup d'innocence. Mais il n'a pas réussi à m'enlever mon essence, ma capacité d'aimer, mon talent à créer de la beauté avec mes mains. Et au final, c'est tout ce qui compte vraiment. Je continue à coudre, point par point, rapiéçant non seulement des tissus, mais aussi des parties de moi-même que je pensais perdues à jamais. Et chaque point est une affirmation. J'ai survécu, j'ai surmonté, j'ai vaincu. Non pas de la manière dont je l'avais imaginé, mais d'une manière qui m'est authentique. Et cela, j'ai découvert, vaut plus que n'importe quelle fin de conte de fées.